Mercredi 27 décembre 2023, Moment MMA, soyez tous les bienvenus. Épisode un peu spécial, c'est les vacances, je le rappelle, je vais vous donner un peu les principales informations. Que s'est-il passé depuis vendredi dernier? On parlera de Paddy Pimblett, on parlera de Colby Covington, d'Israel Adesanya, de Pereira, de Conor McGregor, on parlera aussi un peu de boxe anglaise et de kickboxing. C'est parti! Et on commence avec Sergey Pavlovich qui annonce être entouré d'une équipe de grands spécialistes de la médecine. Il va faire un bilan complet et suite à ça, il sera de retour à l'entraînement. Alors qui sera son prochain adversaire, on ne sait pas. Mon avis, c'est que ce sera forcément un top 5. Est-ce que ce sera Cyril Gane? Je ne sais pas. Je rappelle que la dernière fois qu'on l'a vu dans l'octogone, il a pris un KO contre Thomas Pinal. Bon écoutez, il a l'air d'être remis, ça fait déjà un moment qu'il tweet, qu'il met des choses sur les réseaux comme quoi il va bientôt commencer à se réentraîner, qu'il est prêt à revenir, etc. Donc écoutez, on lui souhaite le meilleur et j'espère qu'on le reverra très prochainement. Contre Cyril Gane, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir. Ensuite, on a Robert Whittaker qui a des doutes quant à l'altercation entre Sean Strickland et Dricus du Plessis. Il dit ouais, ça avait l'air un peu faux. Quand tu vois Sean Strickland qui demande aux gens de se pousser, qui saute sur du Plessis, qui lui met des coups de poing un peu bizarres, on se serait cru à la WWE, donc le catch pour ceux qui ne savent pas. Il dit ouais, ça me semble un peu faux. J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait ça pour le buzz. Bon, moi personnellement, je pense pas. Après, c'est vrai que quand tu revois la vidéo, les coups de poing marteau qu'il lui met, ça fait très catch. Maintenant, voilà, je sais pas du tout. Je pense pas que ce soit faux. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait du buzz, ça a fait parler du combat. Donc, les deux vont s'affronter de toute façon. Donc, on aura le fin mot de cette histoire très prochainement. Alex Pereira, vous le savez, quand il a gagné la ceinture face à Jiří Procházka, il a appelé Adesanya. Beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes, beaucoup de commentateurs ont pensé que c'était une erreur. On lui a dit ouais, t'as toute la lumière sur toi, tu viens de prendre ta deuxième ceinture à l'UFC et tu refais référence à Israel Adesanya, faut peut-être regarder un peu plus devant. Alors lui, il s'est expliqué. Il a dit non, moi j'ai fait ça, c'était pour lui donner une chance. Maintenant, s'il dit oui, il dit oui, s'il dit non, il dit non. Je vois qu'il me respecte pas beaucoup. Il fait allusion aux propos qu'a tenu Israel Adesanya suite à cette annonce. Il dit moi je suis pas bloqué sur Israel Adesanya, je vais donner sa chance, s'il la prend tant mieux, s'il la prend pas tant pis. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner, mais Israel Adesanya lui s'est exprimé dernièrement, il a dit en ce moment je prends mon temps, j'ai combattu 4 fois en 14 mois, en tant que champion, j'étais le champion le plus actif. Aujourd'hui, la vie m'impose de prendre un pas de retrait. Donc je pense que voilà, il y a de la fatigue mentale, il y a de la fatigue physique. Donc forcément, il a aussi besoin de prendre ça pour s'il veut aller loin, s'il veut continuer sa carrière encore quelques années, c'était peut-être le bon moment de prendre un break. Il dit voilà, maintenant vous allez entendre parler de moi prochainement. Donc voilà, en 2027, on savait que c'était un petit peu exagéré, que c'était sûrement quelque chose qu'il avait dit aux journalistes pour qu'on le laisse un peu tranquille. Est-ce que ce sera Pereira le prochain? Je sais pas. Moi personnellement, j'ai pas trop envie de voir ça. Si le super combat de l'UFC 300 c'était Pereira contre Adesanya, honnêtement, je serais un petit peu déçu. Très honnêtement. Alors après, je regarderai, forcément, ça serait un très beau combat, mais j'espère pas que c'est ça. Ensuite, on a Justin Gaethje qui appelle Dana White sur les réseaux sociaux et Sean Shelby, le matchmaker, celui qui choisit les combats. Il dit voilà, je suis prêt, je voudrais combattre Islam Makhachev, on va voir qui va réussir à head kick le premier. Parce que je rappelle que Makhachev, son dernier combat, c'est un KO sur un high kick sur Volkanovski. Justin Gaethje, c'est un KO sur un high kick sur Dustin Poirier. Donc voilà, c'est assez drôle. Maintenant, combat qui peut-être aura lieu. Il dit en plus, il dit ouais, Oliveira, il a loupé sa chance pour le rematch et s'est pas présenté. Je rappelle qu'il était blessé. Moi, je sais pas trop. Justin Gaethje, honnêtement, je donne pas cher de sa peau contre Makhachev. Je pense qu'on aurait un remake du combat contre Khabib. Je peux me tromper, il tape tellement fort qu'il peut mettre KO Makhachev, bien sûr. Est-ce que Makhachev prendrait le risque de rester debout, pas convaincu? Peut-être qu'il amènerait le combat très rapidement au sol. On sait que Justin Gaethje était connu pour sa défense de lutte. Maintenant, on a vu contre Khabib que ça n'a pas suffi, ça n'a pas tenu. On avait vu contre Oliveira aussi qu'il avait fini par perdre. Donc moi, je pense qu'il est vraiment limité au sol, Justin Gaethje. Maintenant, sur un combat, tout est possible. De toute façon, c'est entre lui et Oliveira, j'ai l'impression, la chance. Dana White avait d'abord dit que ce serait Oliveira. Là, on n'en entend plus trop parler. Je rappelle que dans le dernier épisode, je vous l'ai dit, Dana White a dit « J'ai pas de plan pour Oliveira pour l'instant, j'ai pas de date ». Écoutez, si Makhachev veut être actif, qu'Oliveira n'est pas prêt à revenir, je pense que Gaethje est le prochain. Ensuite, pour revenir sur l'UFC 296, ce fameux UFC où on a vu Colby Covington s'incliner d'une bien mauvaise façon face à Leon Edwards, alors il est revenu là-dessus, alors forcément on a eu le droit au couplet, on m'a volé la victoire parce que je suis un supporter de Donald Trump, bon ça on y a le droit à chaque fois. Il a aussi expliqué qu'il s'était cassé le pied dans les 30 premières secondes en envoyant un high kick.
Son pied a touché le coude de Leon Edwards et il se serait cassé le pied. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, Colby Covington, il a complètement déjoué. Il a rejoué le coup du personnage. On m'a volé la victoire. Je méritais de gagner. C'était un combat facile, etc., etc. Bon, là, c'est un peu dur d'y croire, très honnêtement. Quelle sera la suite pour lui? On ne sait pas encore. Lui, il a appelé Stephen Thompson, mais lui, il s'est fait appeler par Michael Chiesa. Donc moi, Chiesa, je pense qu'il est un petit peu loin dans les classements. Il lui a dit, moi, j'ai vraiment envie d'affronter Colby Covington en 2024. Voyons voir qui remporterait le combat. Écoutez, pour se relancer, je pense que ce sera un bon combat pour Covington, parce que je le vois quand même au-dessus de Michael Chiesa, sans rien enlever à Michael Chiesa, mais voilà, selon moi son temps est passé à lui aussi. Est-ce que ce combat aura lieu? Je suis pas convaincu. Je pense pas que ça intéresse vraiment l'UFC. Surtout que Colby Covington a déjà parlé de Stephen Thompson. Thompson, pour le coup de pub, je pense qu'il serait prêt à affronter Covington. D'ailleurs, Stephen Thompson, hein, qui a dit qu'il n'était pas ravi du résultat, forcément, il a perdu son combat à l'UFC 296. Il dit la leçon à en tirer, c'est qu'il faut toujours suivre le game plan. Moi, j'ai pas suivi le game plan. Je vais me retirer un petit peu. Je vais travailler sur les choses que j'ai besoin de travailler, puis je vais revenir. Donc écoutez, Thompson, pas prêt de prendre sa retraite. Le game plan, bah écoutez, malheureusement. Il est tombé sur un adversaire qui a fait un combat très intelligent, hein, qui l'a collé à la cage, qui a essayé de le lutter, qui a plutôt évité le combat debout, même s'il n'a pas, s'il a pas tout de suite cherché le sol. Quand il y a eu des phases debout, ça n'a pas trop traîné. Stephen Thompson, peut-être qu'il a déjoué, mais ce qui est sûr, c'est que son adversaire avait un très bon game plan et que lui, en tout cas, a réussi à le mettre en place. Toujours à l'UFC 296, on a eu la victoire de Paddy Pimblett et c'est Matt Frevola qui appelle Paddy Pimblett à le combattre. Ça sera un très beau combat. Pimblett avait dit qu'il rentrerait pas dans le top 15 suite à son combat contre Tony Ferguson. Un combat contre Matt Frevola, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça sera un très beau combat. Matt Frevola, il va y aller, il va lui mettre la marche avant. On aurait des réponses pour Paddy Pimblett, hein. On lui reproche souvent de prendre beaucoup de coups. Alors là, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé sa prestation contre Tony Ferguson très bien. Moi, j'ai vu passer une interview, je crois que c'est Ben Askren qui disait au contraire qu'il n'a pas du tout été séduit par Paddy Pimblett. Il dit non, mais il aurait dû le finir tout le temps, je comprends pas ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a fait des erreurs dans ce combat. Bon, écoutez, moi je trouve qu'il a plutôt dominé le combat du début à la fin. Il n'a pas terminé, ok, on peut lui reprocher. Maintenant, à part ça, c'était plutôt un beau combat de sa part. Contre Matt Frevola, ce serait une belle étape. Moi, je pense que ce serait un très beau combat pour les deux. Frevola d'accrocher un gros nom, un nom autour duquel il y a de la notoriété, j'ai envie de dire. Et puis Paddy Pimblett, ce serait l'occasion de montrer qu'il a peut-être sa place dans le top 15. Écoutez, ça fait un petit moment qu'on parle de MMA. Avant de continuer, je vous propose un petit détour, une petite minute de repos et on passe à la minute boxe. Minute boxe que je commence avec les événements du week-end passé. Je rappelle que Deontay Wilder a perdu contre Joseph Parker et que Anthony Joshua lui a gagné. Alors le narratif de la soirée, c'était d'avoir Joshua et Wilder sur la même carte, que les deux gagnent et que les deux s'affrontent en 2024. Beaucoup d'experts de la boxe, dont je ne fais pas partie, avaient dit que c'était le risque. Attention de faire combattre les deux, de ne pas les faire combattre tout de suite, d'avoir encore un combat. Si en a un des deux qui perd, le combat perd tout son intérêt et on passe à côté d'une belle opposition entre Joshua et Wilder. Les promoteurs passent à côté potentiellement d'un gros paquet d'argent. Écoutez, ça s'est passé, Wilder a perdu, Joshua a gagné. Le combat, je pense, ne fait plus aucun sens. Hein. Vous me direz si je me trompe, je ne suis pas un expert de la boxe anglaise, encore une fois. Mais je pense que l'intérêt de ce combat, c'était d'avoir les deux mecs qui étaient sur une victoire et qui s'affrontent. Écoutez, Wilder qui prend une défaite dans laquelle il n'a pas vraiment existé en plus. Pas convaincu qu'on voit ce combat un jour. Ensuite, hier matin, mardi, on avait Naoya Inoue qui allait chercher 2 ceintures de plus. Il a gagné, il devient incontesté en super bantamweight. Il était déjà incontesté, il avait les 4 ceintures en bantamweight. Maintenant, il l'est en super bantamweight. Très très beau combat. Son adversaire qui n'a pas démérité, mais Inoue, je pense qu'il est vraiment trop fort. Moi, j'ai vu le combat en direct. Il a tout, la vitesse, la précision, puis il est patient. Même quand il prend des coups, il bronche pas. Il prend un magnifique uppercut. Je sais plus quel round, mais ils sont tous les deux au corps à corps. Ils sont très bas sur leur position. Son adversaire, on a l'impression qu'il va lui envoyer un crochet et il bascule sur un uppercut qui passe pile dans le triangle de la garde. Magnifique uppercut. Inoue, il bronche pas. Franchement, il est patient. Il a aucune émotion sur le visage. C'est impressionnant. Il gagne le combat par KO. Rien à dire. Franchement, il était au top du monde hier. Très content pour lui, j'ai hâte de voir la suite. Il a ses 8 ceintures, incontestées dans 2 catégories. Je ne sais pas quelle va être la suite, hein. Je vous le dis, je ne suis pas assez expert pour dire il devrait affronter un tel, il devrait affronter un tel. Mais ce qui est sûr, c'est que son prochain combat, je le regarde sûr et certain. On va passer maintenant à Jake Paul. Il va recombattre le 2 mars. Il sera co-main event du combat entre Serrano et Mainke. Excusez-moi, je ne sais pas comment on dit.
Donc écoutez, dans sa construction de carrière, c'est intéressant. Il avait toujours été main event pour l'instant, ou co-main event contre Tommy Fury. Je sais plus s'il était main event ou co-main event, mais c'était toujours lui la grosse star de la soirée. Là, il dit qu'il est très content d'être co-main event. Il va mettre en avance la boxe, excusez-moi, à Porto Rico. Écoutez, on verra ce que ça va donner. Il est sur une belle victoire par KO, son dernier combat. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer, la dernière soirée, elle est sous investigation de la commission parce qu'il y aurait potentiellement eu un combat truqué. Alors écoutez, c'est vraiment des hypothèses, il y a une enquête en cours. Alors telle que la chose est tournée sur les réseaux sociaux, on pourrait croire que c'est le combat de Jake Paul qui a été truqué. Pas du tout. C'est un combat qui a eu lieu avant. Alors il semblerait qu'un homme de coin d'un des boxeurs ait parié une grosse somme d'argent sur le fait que son boxeur combatte après 5,5 rounds. C'est un gars qui termine tous ses combats très rapidement. Et là, son combat a duré jusqu'au 10e round, si je dis pas de bêtises. Il a gagné par KO. Et donc, on pense que potentiellement, il aurait fait traîner le combat pour que son entraîneur ou son homme de coin gagne de l'argent. Il n'y a rien d'officiel encore. C'est une rumeur. Il y aurait une enquête en cours. Mais c'est pas le combat de Jake Paul qui est sous les radars. Moi, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, oh, ça y est, on pense que son combat est truqué. Non, c'est pas ça. Ce serait un boxeur qui aurait fait traîner le combat exprès pour les paris. Je rappelle qu'aux États-Unis, ils sont très à cheval là-dessus. Il y a beaucoup de sports, je sais pas si la boxe en fait partie, où les joueurs et leur staff et leurs proches n'ont pas le droit de parier. Donc écoutez, la réponse très prochainement. On continue en boxe, mais en boxe pied-point cette fois avec Rico Verhoeven. On ne savait pas ce qu'allait donner son avenir. Écoutez, il a re-signé pour 3 ans avec le Glory. Alors il va être beaucoup plus investi aussi dans l'organisation en général. Il va être dans le ring, mais il va être autour du ring. Je pense que le Glory mise beaucoup sur lui pour redorer son image. Le Glory, depuis que le One FC a explosé, c'est vrai qu'ils ont un peu fait un pas de retrait. On en entend un peu moins parler, surtout dans les catégories basses. Dans les catégories lourdes, je pense qu'on peut toujours dire que le Glory est devant. Je me trompe peut-être, mais moi, de mon point de vue, c'est ce que je vois. Je pense que le meilleur, surtout Rico Verhoeven, est toujours au Glory, donc ça, c'est une arme très forte pour eux. Et en tout cas, il va participer à un tournoi qui va avoir lieu le samedi 9 mars. Tournoi à 8 hommes en une soirée. Donc ça, c'est magnifique. Moi, j'en parle toujours. Ça va nous rappeler le K1, les grandes années du K1. Les 8 mecs vont s'affronter, donc il va y avoir quart de finale, demi-finale, finale. Que des poids lourds, Rico Verhoeven qui participe, magnifique, franchement là ça va leur faire un sacré coup de pub. Honnêtement, s'ils font une belle promo autour de ça, s'ils vendent bien les choses, avec des bons clips vidéo, avec tout ce qu'il faut autour, je pense que ça peut faire un chiffre, je pense que ça peut intéresser les gens, ça va nous rappeler le K1, les grandes heures du kickboxing. Là c'est vraiment très intéressant. Moi je milite souvent pour les tournois, j'adore les tournois. Dernièrement on avait vu des tournois mais sur une saison, là un tournoi sur une soirée avec le gagnant qui gagne 3 combats, franchement magnifique. Bravo au Glory, c'est une belle initiative, j'espère que ça va marcher pour eux. En plus ils ont Rico Verhoeven, le numéro 1 qui participe, et j'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Un tournoi, c'est toujours particulier, c'est très fort de la part de Rico Verhoeven de remettre sa légende en jeu ce soir-là, parce qu'on sait qu'un tournoi, c'est pas comme un combat, tu peux te blesser, il faut gérer les choses différemment. À l'époque du K1, c'est ce qui était beau, c'est que le gars gagnait le tournoi, c'était pas un gars qui gagnait ses combats, 3 combats dans l'année. Non, en une soirée, il gagnait tous ses combats, il battait les autres, il était le champion. Et bravo à Verhoeven de pas se la jouer petit bras, entre guillemets, et d'accepter de participer au tournoi, c'est très très fort de sa part. Pour faire la transition entre la boxe et le MMA, je vous propose de parler de Conor McGregor. Il était en Arabie Saoudite pour les combats de Wilder, Joshua, etc. Il a encore une fois fait part de sa frustration. Il dit qu'il ne se passe rien avec l'UFC, qu'il est très frustré, qu'il devait revenir au mois d'avril, qu'apparemment ça ne va pas se faire. Il demande à affronter Manny Pacquiao en boxe. Encore une fois, je comprends pas. Je comprends pas comment Conor McGregor n'a pas de combat. Alors je sais qu'il y a les 6 mois dans le pool USADA, les 6 mois de test. Mais le gars, c'est la poule aux œufs d'or. Encore maintenant, malgré qu'il soit plus à son prime, malgré qu'il soit sur 2 défaites de suite, contre Dustin Poirier. Je sais pas pourquoi l'UFC ne donne pas de nouvelles. Est-ce qu'il y a un gros truc qui se prépare? Mais c'est bizarre cette communication de Conor McGregor. Moi, le voir affronter Manny Pacquiao, j'ai pas vraiment envie. Moi, honnêtement, j'ai envie de le revoir aller à l'UFC. On en a parlé en commentaire avec certains d'entre vous. Personne dans les commentaires ne le voit refaire un run à la ceinture, refaire 2, 3, 4 combats, prendre la ceinture, la défense. On pense tous qu'il va revenir, faire un gros combat, peut-être 2. Voilà, on a du mal à le voir dans la course à la ceinture, excusez-moi. Donc je sais pas pourquoi on n'a pas de nouvelles de Conor McGregor, je sais pas du tout, c'est vraiment très flou. Quand t'es Conor McGregor, normalement tu demandes à combattre, t'es booké tout de suite, on se rappelle à l'époque il combattait super souvent, en 2015-2016 il était très 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 actif. Là je sais pas, même dans son documentaire sur Netflix, c'était bien, ça fait quelques mois déjà, il dit ouais moi j'ai toujours voulu combattre, c'est juste qu'on voulait pas m'affronter, on me donnait pas de combat. J'ai vraiment du mal à y croire. Conor McGregor, alors peut-être que là, il était dans une soirée boxe, il était motivé, puis après, il va retourner à sa vie, les sorties, etc. Et puis du coup, il a moins envie de combattre. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est l'appel de la lumière? Est-ce que c'est sur le moment la montée d'adrénaline? Je sais pas. Mais c'est une histoire vraiment assez trouble, j'ai envie de dire.
Puisqu'on parle de Conor McGregor, on va parler de ses deux meilleurs ennemis, j'ai envie de dire, Ned Diaz et Dustin Poirier. Ned Diaz qui nous tease un retour à l'UFC 300. Il dit ouais, l'UFC 300 ça pourrait être bien, mais personne ne veut me combattre. Et il y a Dustin Poirier qui lui dit vas-y, 5 rounds, n'aie pas peur. Les deux devaient déjà s'affronter il y a quelques années, en 2018 je crois, 2017-2018, ça s'était pas fait parce que Ned Diaz arrêtait pas de dire apparemment en coulisses, parce que la version officielle c'est que Dustin Poirier était blessé à l'épaule et qu'il a annulé le combat. Dustin Poirier a dit non, c'est pas ça, c'est juste que Ned Diaz arrêtait pas de dire qu'il allait annuler le combat, moi j'avais une blessure qui traînait, je voulais pas commencer un camp d'entraînement, me reblesser par-dessus pour qu'au final Ned Diaz dise ouais je combats pas, donc du coup j'ai dit ok il veut pas combattre, je combats pas, je me blesse, je me soigne, excusez-moi. C'est ce qui s'était passé. Un combat entre les deux, pourquoi pas. Bon, ça sortirait définitivement Dustin Poirier de la course à la ceinture. C'est peut-être pas plus mal pour les rankings, ça permettrait aux gars qui sont vraiment dans cette course à la ceinture de regagner une place. J'ai rien contre Dustin Poirier, je l'adore, mais c'est vrai que là, il est là, il attend le combat pour faire de l'argent, le combat pour sa légende, etc. Ça bloque les autres, forcément. Donc là, un combat contre Ned Diaz, combat de légende, j'ai envie de dire. Ned Diaz, il vient pas pour la ceinture de toute façon. Dustin Poirier, ce serait le combat, je pense qu'il attend, faire de l'argent, avoir son nom en haut de l'affiche. Donc écoutez, pourquoi pas. On a Aljamain Sterling qui est plutôt déçu par les ventes de pay-per-view pour son combat contre Sean O'Malley. Il dit ouais, le gars qui parle comme quoi c'est la future relève, c'est lui qui va vendre le plus de pay-per-view, etc. Quand je vois les chiffres qu'on a fait, je suis un peu déçu, mais honnêtement, je m'y attendais. Donc écoutez, il donne pas plus de détails que ça, mais Sean O'Malley, c'est sûr, c'est pas encore Conor McGregor. Je suis d'accord, il a un style, il a ceci, il a cela, mais à part les gens qui suivent le MMA, personne ne le connaît. Pourtant, il a une tronche, il a un style, tu le vois une fois, tu te rappelles de lui, mais il n'a pas encore réussi à créer ce qu'avait créé à l'époque Conor McGregor. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il disait que lui, il veut pas être Conor McGregor, il veut avoir tout ce qu'a Conor McGregor, donc la notoriété, l'argent, etc. Écoutez, il y est pas encore, va falloir passer une étape, et puis on lui souhaite de réussir. Puisqu'on est chez les poids coqs, on continue avec Cody Garbrandt. On lui a posé la question suite à sa victoire du week-end dernier. Est-ce que tu verrais un rematch contre Dominick Cruz? Il dit que ça fait pas de sens. Il dit franchement, suite à ma première performance, je sais pas ce que je pourrais faire de mieux. Peut-être le mettre KO. Je suis d'accord avec lui, la première performance, moi je la classe dans mes top 5 des performances parfaites que j'ai vues à l'UFC. Je vous invite tous à aller voir ce combat, c'était en 2016. L'événement de fin d'année, Dominick Cruz contre Cody Garbrandt pour la ceinture des poids coqs. Cody Garbrandt m'avait bluffé ce jour-là. Il avait fait un combat quasiment parfait, la perfection n'existe pas, mais voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait pas de sens. Si Cody Garbrandt veut retourner vers la ceinture, affronter Dominick Cruz, je pense pas que ce soit le top. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Lui, il semble pas être intéressé, je peux comprendre. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu le combat, je vous invite à aller le voir, c'était une magnifique performance. Et puis pour Cody Garbrandt, va falloir enchaîner les victoires. Hein. Je vous en parlerai sûrement dans le prochain épisode, qui aura lieu sûrement la semaine prochaine. Hein, vous le savez, c'est les vacances. Je fais pas des épisodes tous les jours, je veux juste vous tenir un petit peu au courant de l'actualité. Cody Garbrandt qui expliquait être très content de son dernier camp d'entraînement. Il s'est entraîné au Performance Institute. Il dit c'est bien, il y a une équipe de professionnels autour de nous, des médecins, des nutritionnistes, etc. Donc écoutez, hâte de voir la suite pour lui. On a Brendan Allen qui se plaint un peu et qui a raison. Je rappelle qu'il avait demandé à affronter Robert Whittaker. Robert Whittaker avait dit qu'il n'était pas intéressé parce qu'il n'avait pas encore assez prouvé. On apprend que Robert Whittaker est booké pour affronter Paulo Costa. Alors Whittaker voulait pas de Paulo Costa non plus. Il dit bah non, le mec il annule tous ses combats. Et c'est pas faux. Hein. Là j'ai regardé sur les 8 derniers combats de Paulo Costa, il y a 5 annulations, 2 défaites, 1 victoire. Donc je peux comprendre Robert Whittaker. Tu prends Brendan Allen, ses 8 derniers combats, c'est 7 victoires. Et un combat annulé contre Jack Hermanson. Il dit non mais attendez, comment ça, Paulo Costa il a le combat avant moi, puis il met les deux séries, les deux palmarès l'un à côté de l'autre. J'avoue que c'est vrai que sur ce coup-là, Brendan Allen aurait mérité sa chance face à Robert Whittaker plutôt que Paulo Costa, mais c'est le business et j'ai envie de dire que voulez-vous. On a Joe Rogan qui s'est exprimé sur les combattants UFC et les combattants hors UFC. Il dit quelque chose qui fait toujours débat. Je vais un peu aller dans son sens, même si je vais nuancer un petit peu, mais je vous explique. Il dit ouais, il y a beaucoup de bons combattants dans les autres organisations, donc en dehors de l'UFC, PFL ou NFC. Il dit mais j'ai l'impression qu'ils perdent leur temps parce que personne ne les regarde. Il dit bon ok, il y a quelques personnes qui les regardent, je veux pas vous manquer de respect, je veux pas manquer de respect à votre fanbase, mais la réalité c'est que quand t'es pas l'UFC, t'es pas le meilleur. Et il fait un parallèle avec le football américain. Bon je connais très peu, hein, mais il dit ouais ok, il y a le CFL, il y a le XFL, mais c'est pas la NFL. Est-ce que tu joues vraiment au football quand tu joues pas à la NFL ? Écoutez, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai dit pendant longtemps, et je pense toujours que les meilleurs sont à l'UFC. Peut-être que vous allez me dire Francis Ngannou, il n'est pas à l'UFC. Ok, mais on dit que c'est le meilleur parce qu'il a été champion à l'UFC. S'il avait été champion du Bellator, Francis Ngannou, je pense qu'il y aura encore la question est-ce qu'il est meilleur que Cyril Gane ? Est-ce qu'il est meilleur que Stipe Miocic ? On se poserait la question. Voilà, la preuve en est que non. Mais voilà. Mais je vois très bien ce que veut dire Joe Rogan. Je suis d'accord avec lui. Moi, je pense pas qu'il y ait un combattant
un jeune combattant qui monte, qui se dise ouais moi je veux être champion du One FC, je veux être champion du PFL. Alors PFL je peux comprendre avec l'histoire de la saison, il y a un petit charme, mais je pense que le rêve absolu pour un combattant c'est d'être champion à l'UFC. Je comprends aussi qu'il y a le côté financier, on veut être ailleurs qu'à l'UFC parce qu'on gagne peut-être mieux sa vie parfois, je le comprends entièrement. Mais ce que dit Joe Rogan, et il est dans le business du combat depuis des années et des années, hein, il est proche des combattants, c'est que l'élite est à l'UFC, que si tu veux être le meilleur, faut aller à l'UFC. Je suis entièrement d'accord avec lui. Maintenant, voilà, je comprends les raisons qui font que certains mecs te disent non, moi je suis bien, bon, il n'y a plus le Bellator, mais je suis bien en PFL, je suis bien en One, parce que les gars gagnent de l'argent, les gars ont peut-être d'autres opportunités à côté, d'aller faire de la boxe, d'aller faire autre chose. Donc je comprends, mais voilà, Joe Rogan qui donne son avis et c'est toujours assez intéressant à souligner. On a ensuite Guerard Moussassi, lui qui combat du coup au PFL, il est au Bellator, le Bellator ayant été racheté, il est maintenant au PFL, ancien combattant UFC, je le rappelle, combattant de légende. Il explique qu'il a demandé à combattre Derek Brunson, mais que Derek Brunson a refusé 3 fois. Il dit donc maintenant je demande au PFL de me faire affronter un autre poids moyen, je suis prêt. Donc écoutez, Derek Brunson, je pensais qu'il aurait affronté Moussassi. Moussassi, ça a été un champion au Bellator. À l'UFC, quand il est parti de l'UFC, il était au top. On pensait qu'il allait avoir sa chance à la ceinture, peut-être devenir champion. Finalement, il est parti chercher de l'argent, lui aussi, vous voyez. Bon bah écoutez, ça aurait été un beau combat. Brunson ne veut pas, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est pas dans ses plans. Lui, je crois qu'il veut rentrer dans le tournoi, Derek Brunson, si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, la suite pour Guerard Moussassi, moi je l'avais un peu oublié pour être honnête. Il est toujours là, prêt à combattre, donc j'ai hâte de savoir la suite pour lui. Un instant légende, Ronaldo Jacare Souza va être introduit au Hall of Fame de l'ADCC. Bah écoutez, pour ce qu'il a fait pour le grappling et en MMA, ça a été un bel ambassadeur du grappling. L'ADCC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le top du top du grappling, de ce qui se fait en grappling. Quand tu es champion de l'ADCC, vous me reprendrez les gars qui sont experts en grappling, je ne le suis pas, mais je suis un petit peu de loin. Bah voilà, tu es champion de l'ADCC, tu es le meilleur au monde. En gros, je vous schématise des choses, mais c'est ça. Jacare Souza, qui a été champion de JJB, qui a combattu des légendes, ensuite qui a été à l'époque au Strikeforce, puis à l'UFC. Introduit au Hall of Fame, c'est une très très belle récompense pour lui. On vient en France maintenant et on a le combattant amateur Paul Dena Navarro qui va combattre avec l'Hexagone MMA. Donc il était amateur, il a participé au championnat du monde amateur, il passe chez les professionnels. J'ai déjà parlé de lui, très connu pour sa chaîne YouTube. J'avais salué son courage de montrer son visage aussi jeune, d'afficher ses ambitions sur YouTube quand on sait que YouTube, bon, bah, tu peux très vite te faire détruire par des gens mal intentionnés. C'était très fort de sa part, il débarque à l'Hexagone, ça fait un bon coup de pub à l'Hexagone. Lui, il va pouvoir faire ses débuts professionnels, on lui souhaite le meilleur. Benoît Saint-Denis, élu combattant de l'année par le site West Tildes. Alors West Tildes, c'est un site plutôt sérieux, c'est un site américain qui relaie des informations MMA. Alors c'est pas ESPN, c'est pas MMA Junkie, c'est pas Ariel Helwani, mais quand même, ils ont élu Benoît Saint-Denis combattant de l'année. Ils disent bah ouais, 3 combats, 3 finishes, 11 minutes dans la cage. L'année 2024 va être géniale pour lui. Bah écoutez, une belle reconnaissance pour Benoît Saint-Denis. Alors encore une fois, c'est pas la plus grosse page web dédiée au MMA, mais c'est une sacrée page web. Moi, je la suis depuis un moment. Ils ont des informations solides, c'est des gars qui connaissent. Donc c'est très bon pour notre ami Benoît Saint-Denis. Cédric Doumbé qui nous fait un petit teasing il y a quelques heures sur Twitter. Une grande nouvelle bientôt. Que sera la grande nouvelle, on ne sait pas, mais c'est vrai que moi j'ai hâte de savoir quelle va être la suite pour lui. Je pense qu'il va affronter un gros nom, je l'espère en tout cas. La suite prochainement, espérons-le. Ensuite, on a la prochaine adversaire de Manon Fiorot, Erin Blankfield, qui explique qu'elle est très contente de combattre Manon Fiorot parce que c'est l'autre fille avec elle qui mérite un title shot. Elle dit ouais, on a eu des ascensions un peu parallèles, je suis très contente de l'affronter et la vainqueur sera la prochaine prétendante à la ceinture. Bah écoutez, elle a raison. Elle a raison, les deux sont dans la conversation, les deux méritent leur place. Ça va être un très beau combat, puis je pense que la gagnante, elle sera incontestée pour avoir sa chance à la ceinture, même si tout ça reste entre les mains de l'UFC. Et puis je voulais revenir sur mon dernier épisode, j'avais annoncé que Baki avait signé au PFL. Écoutez, apparemment c'était une blague, c'était un faux. Tout le monde s'est fait avoir, moi je l'avais vu sur le site du Ares, sur le Twitter du Ares. Donc Baki qui combat au Ares, je me suis dit bah écoutez c'est fiable. Surtout que moi j'ai enregistré l'émission le matin vers 10h et l'émission est sortie à 17h. Alors entre les 7h qui se sont passées, il y a beaucoup de gens qui ont su que c'était faux. Donc excusez-moi pour l'information, je me suis fait piéger. Bon après c'est les réseaux sociaux. Là c'était le Ares, j'avais pas trouvé ça n'importe où. Donc j'y ai cru, erreur de ma part, écoutez ça arrive, mea culpa. Écoutez, je me répète encore une fois, c'est les vacances, je suis pas là tous les soirs, je voulais qu'on garde le fil de l'actualité un petit peu, qu'on sache ce qui se passe. Donc là voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé, les grosses informations depuis vendredi dernier. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même format, je pense, 1 ou 2 émissions, peut-être 3. Et puis dès la rentrée scolaire, on se retrouve à 100% tous les soirs à 17h. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon Noël, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve la prochaine fois, salut!